Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle. Bienvenue aussi à ceux qui sont en direct depuis chez eux. C'est donc les derniers moments de cette 13e rencontre des conseils de développement qui ont eu lieu ici à Saint-Raphaël, avec un grand plaisir de tous se retrouver et d'échanger pendant ces 2 journées. Prenez place pour ceux qui finissent d'arriver rapidement. Je vous dresse le programme de cette fin de matinée. Tout d'abord, nous allons avoir une restitution des 7 ateliers qui ont eu lieu depuis hier. Donc, chaque restituteur va avoir 5 minutes. C'est court pour tout ce qui s'est dit dans ces ateliers, mais c'est une façon de permettre à ceux qui n'y ont pas assisté, puisque bien sûr vous ne pouviez pas être partout, d'avoir un petit aperçu de ce qui a pu être échangé au cours des différents ateliers. Une restitution donc en 5 minutes de chaque atelier, et par la suite je laisserai la parole bien sûr à nos 2 coprésidents pour une conclusion, et puis je vous annoncerai le programme et l'organisation pour la suite ensuite de la journée et pour le déjeuner. Voilà, je vous propose sans plus tarder d'accueillir donc ceux qui vont nous faire la restitution des ateliers, de la richesse de ce qui s'est passé dans ces ateliers. Je vais leur demander de venir tous s'installer, donc les 7 sur cette scène. Il y a des micros et on va reprendre dans l'ordre des ateliers, et puis je vais leur demander d'essayer de conserver donc ce timing de 5 minutes pour la restitution. Donc, je vais appeler Maryse Larpan, Marilyn Mangili, je ne sais pas si je le dis bien, Raphaël Pouillet, Michel Reines ou Rennes, Julie Bouzlingori, Rudy Wittemann et Christophe Bailey. Merci de les accueillir sur cette scène. Est-ce que tout le monde est là? Allez-y, asseyez-vous. Il faut être par moment 2 par... voilà. Il nous manque encore des personnes. On va dire que pour les premiers ateliers, 2, 4, 5, 6... Ah ben non, c'est bon. On est parfait. Je ne sais plus compter à la fin de ces 2 journées. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, il est temps que nous concluons. L'atelier numéro 1, Maryse Larpan, vous avez les micros qui sont déjà branchés. L'atelier numéro 1, la thématique, c'était de nos rivières à l'océan, l'eau qui relie nos territoires. Sur quoi ont porté les différents échanges? On vous écoute. Alors, tout d'abord, les membres de l'atelier tenaient à remercier monsieur Jean-Éric Aubert, qui a animé cet atelier, qui est président de la Société française de prospective et aussi président de l'Université internationale de la mer. Nous avons un petit peu bousculé l'atelier puisque nous avions une intervention du cabinet du ministère de la mer dans cet atelier, en présence de monsieur François Lambert en visioconférence, qui nous a accordé 1 heure quand même de questions-réponses et sur cette problématique de la mer et du littoral. Nous avons eu plusieurs interventions, à la fois d'océanographes sur notamment la problématique du trait de côte et puis de l'érosion. Aussi une intervention du syndicat mixte du bassin de Thau pour nous parler de la gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire une gouvernance multi-acteurs sur un territoire qui mélange l'eau douce et l'eau de mer, puisqu'il y a à la fois le Rhône qui arrive, et puis les différentes rivières, et puis la mer qui aussi remplit cet étang. Donc nous avons échangé avec le directeur du cabinet de la ministre de la mer sur l'avenir de la politique maritime, notamment en France, et plus largement de l'eau. Donc nos échanges ont été assez fructueux, puisque donc le cabinet souhaite recevoir l'ensemble de nos contributions. Il a été destinataire du manifeste aussi, qui a été produit par le groupe de cet atelier, qui est à votre disposition aussi à l'accueil des assises. Donc les
principaux résultats, si on veut dire, de cette conversation avec le cabinet du ministère, c'est qu'effectivement, par le passé, la mer n'a pas été un point très important dans les politiques publiques nationales, que ça le devient un peu plus, et que le gouvernement actuel, enfin on verra ce qu'il en sera du prochain, en tout cas réfléchit à associer, à mener une politique de la mer et de l'eau conjointement. C'est-à-dire que pourquoi ne pas créer un ministère de la mer et de l'eau, de façon à prendre en compte cette problématique à la fois des bassins versants, de travailler plus en transversalité, puisque le constat est fait aujourd'hui que il y a des politiques sur l'eau douce, des politiques sur la mer avec les conseils de façade, etc., qui vont jusqu'au local. Et puis la volonté aussi de descendre plus près du terrain, même si, au dire du cabinet, c'est chronophage, donc plus difficile. Et là, les conseils de développement ont certainement un rôle à jouer, à la fois en participant aux commissions nationales ou aux commissions maritimes de façade, mais aussi en faisant remonter du local des préoccupations, avec des expérimentations qui sont faites. Enfin bon, voilà. Donc le ministère nous a quand même accordé 1 heure, ce qui était important. Pour aller très vite, donc les suites également, c'est que, notamment au travers de la Société française de prospective, il est envisagé, Monsieur Aubert envisage peut-être en début d'année prochaine de mener éventuellement une réflexion prospective sur ce thème-là, de l'eau et de la rivière à l'océan, en fait. Voilà. Et puis, au niveau des conseils de développement, plusieurs questions sont posées. Et quelle mobilisation, en fait, citoyenne sur ce thème-là, sur quel territoire, à quelles échelles, quelle approche systémique, par qui, quelle communication, quels enjeux, beaucoup de questions, quels enjeux, quelles urgences, quelle prévention, mais aussi quels indicateurs, quelle évaluation peut-on faire des politiques menées, et puis quelle coopération, quelle participation, qui décide, quand, est-ce qu'on est associé en amont dès l'initiation d'une politique locale, ou bien uniquement sur son évaluation, comment on peut s'impliquer au niveau des conseils de développement, mais aussi à destination des usagers, quelles informations et quelle communication, voire quelle formation des usagers à l'importance de l'eau. Quelles instances démocratiques mobilisées aussi, en plus des conseils de développement, et quelles articulations aussi entre ces instances, c'est un sujet important. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un CODEV ou un réseau de conseils de développement à l'échelle d'un bassin versant plus large, notamment l'exemple de la Seine nous a été présenté, avec donc de Paris jusqu'au Havre, jusqu'à la mer, avec un réseau. Voir des CODEV qui travaillent ponctuellement ensemble, comme ça nous a été donné l'exemple dans l'atelier sur les ruralités, avec 3 CODEV qui travaillent ensemble sur des thématiques communes. Voilà. Et en fait, pour conclure, parce que je ne sais pas du tout quel temps, j'ai pas de. Ça va, tout va bien. Ça va. S'est posé aussi la question dans l'atelier de pourquoi pas monter un groupe de travail au sein de la CNCD sur cette question de la qualité de l'eau et de la quantité, puisqu'il n'y a pas qu'un problème de qualité, il y a aussi un problème de quantité d'eau dans certains territoires, de risques. Notamment inondations, etc., d'urbanisation, enfin bon, c'est multithématique,
Et donc, voilà, dans l'atelier, on s'est dit que ce serait peut-être bien, au niveau de la CNCD, de continuer à approfondir ce sujet, et en lien avec d'autres partenaires, hein, notamment Monsieur Aubert, de la Société française de prospective, qui pourrait aussi nous accompagner et nous apporter des éléments là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maryse Larpan. Alors, on va prendre, si vous avez des questions sur un atelier, sur ce qui est dit lors de la restitution, ou un complément, quelque chose qui vous semblait important et qui n'a pas été restitué, on gardera un petit temps d'une dizaine de minutes, juste à la fin de l'ensemble des restitutions. Donc, notez bien vos questions, ne les oubliez pas, et puis on les prend juste après. Alors, pour l'atelier numéro 2, c'est Marilyn Mangili, je ne sais pas si je le dis bien. C'est ça, Mangili Doucet. Eh ben voilà, qui va faire la restitution. La thématique de cet atelier 2, c'était comment les démarches participatives et l'ouverture aux citoyens réinterrogent la place des conseils de développement. On vous écoute. Donc en effet, les conseils de développement assistent dans les territoires à une forte commande, voire une injonction politique à l'implication dans des démarches participatives. Et au nom de plus de diversité, plus de représentativité dans les conseils de développement. Les exemples de l'atelier, tels que le Grand Nancy, Lille, Plaine Commune, Marseille ou Strasbourg, ainsi que les différentes interventions qui ont eu dans la salle au cours de cet atelier riche, nous ont permis de mettre en évidence différentes postures adoptées par les conseils de développement face à cet écosystème participatif. On peut voir apparaître, par exemple, des conseils de développement aujourd'hui composés à 100% de citoyens tirés au sort, par exemple. D'autres conseils de développement vont être marqués par une ouverture partielle vers l'accueil de citoyens ou d'habitants éloignés au sein de leur conseil de développement. Mais également des postures d'animateurs de la participation citoyenne sur le territoire. De la même manière que l'émergence de cet écosystème participatif peut aussi avoir pour effet de réaffirmer l'importance de l'expertise des acteurs impliqués au sein d'un conseil de développement. On a pu noter que tout cela était assez fortement tributaire des spécificités locales, historiques, politiques et territoriales des différentes communautés d'agglomération, métropoles dans lesquelles évoluent ces conseils de développement. Et différents mots-clés sont apparus au cours de l'atelier, tels que citoyenneté intercommunale ou citoyenneté métropolitaine, la question de la jeunesse, la question de l'interconnaissance, de positionnement, d'articulation, mais aussi d'expérimentation, parce qu'il est beaucoup question d'expérimentation dans cette évolution participative, et enfin d'envie de construire ensemble, qui était une thématique et une notion qui ressortait assez fortement. Et ce qui m'amène à exprimer un défi, puisque telle était la mission qui nous était confiée en tant que rapporteur et rapportrice. Et le défi serait de mettre en place au sein de nos conseils de développement les conditions d'émergence d'une expertise pluraliste. Et entendons par là une expertise mêlant expertise d'usage, expertise universitaire, expertise professionnelle, technique, artistique. Et c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la mise en réseau, qui demande des moyens humains, financiers, de l'ingénierie, qui demande de réinventer des nouveaux formats aussi. Mais l'enjeu est bien toujours de permettre aux politiques publiques locales de mieux répondre aux enjeux de transition, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, auxquels nos territoires font face, en matière à la fois sociale, environnementale, et je rajouterais démocratique, puisque nous avons bien mis en évidence au cours de ces rencontres l'écueil démocratique spécifique des territoires intercommunaux ou métropolitains,
de par leur structuration légale. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn Margili. On va d'ailleurs vous libérer parce que je crois qu'on doit vous libérer tout de suite. Donc, on vous laisse redescendre tout de suite. Et j'en profite pour remercier la CNCD de l'organisation de ces rencontres riches, intéressantes et très agréables. Ainsi que le Conseil de développement de Saint-Raphaël qui a dû fortement se mobiliser dans cette organisation. Merci beaucoup. On vous laisse descendre de scène pendant que nous continuons. L'atelier numéro 3, cette fois-ci, comment faciliter et accélérer les transitions durables avec Raphaël Pouillet. Merci beaucoup Virginie. Pardon. Écoutez, cet atelier en réalité était une continuation d'un partenariat établi entre Democratic Society et la CNCD qui consiste chaque trimestre à faire venir quelqu'un représentant une expérience en Europe dans le domaine de la transition et la transition écologique avec la participation citoyenne d'un côté et deux conseils de développement de l'autre, dans le sens d'un partenariat et d'un réseau d'échanges apprenants. Et donc la première fois avait eu lieu pendant les rencontres nationales de la participation à Amiens organisées par Décider Ensemble, et la deuxième fois donc hier. Et donc à cette occasion, nous avons parlé de faciliter et accélérer les transitions durables, et nous avons travaillé en particulier avec bien sûr ces trois exemples, plus l'exemple apporté par Democratic Society, sur la notion de gouvernance de transition. Alors d'abord, je vais dire qui était présent. Il y avait donc, pour représenter le Grand Annecy, François Blanchu et Isabelle Brun, pour représenter le Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres, qui est une communauté de communes au nord de Nantes. Il y avait Magali Lepay. Et donc, pour représenter Urbact, le partenariat des objectifs globaux pour les villes qui s'étend sur 19 villes en Europe, avec l'exemple spécifique de la ville de Trim en Irlande, il y avait Stina Ekila. Donc, nous avons d'abord déblayé un petit peu le terrain avec une présentation donc, sur cette question de gouvernance de transition, où nous avons d'abord présenté comment ce concept de gouvernance de transition avait pu être façonné de manière empirique en travaillant avec les 15 villes du programme Climate Kick dans lequel Democratic Society est impliqué. Et nous avons proposé une définition de la gouvernance de transition. Alors transition, on peut mettre un S, ça a été l'objet de discussion hier. Et donc, pour gouvernance de transition, nous pouvons dire des dispositifs participatifs d'apprentissage et d'expérimentation qui visent à faciliter et accélérer des transitions durables. Donc sur la fin de la définition, vous retrouvez le titre du séminaire, faciliter et accélérer des transitions durables. Et donc nous nous sommes appliqués un petit peu à comprendre, grâce aux expériences européennes et les deux expériences d'Annecy et d'Erdre-et-Gèvres, quel type de dispositif participatif d'apprentissage et d'expérimentation on pouvait mettre en place, sachant encore une fois qu'on ne va jamais faire une taille unique et qu'on fait bien sûr du sur-mesure en prenant en compte le contexte. Donc sur l'expérience de Democratic Society, nous avons présenté un modèle qui consiste à tester, apprendre, améliorer avec un processus itératif, avec des cellules qui comportent une dimension citoyenne et qui servent à faire cette évaluation participative des actions, notamment dans le cadre de portefeuilles d'expérimentation. Et on a expliqué comment on avait organisé les assises de la transition à Orléans avec des trios thématiques pour chacun des 9 grands thèmes du plan climat, air, énergie, territoire d'Orléans Métropole, comment on avait mis en place des trios avec systématiquement un ou une élue, un ou une agente technique et quelqu'un qui représente la société civile, et qu'on avait ensuite des transversalités sur les questions de participation citoyenne et d'expertise d'usage des habitants. À partir de là, donc on a continué avec l'expérience du Grand Annecy. Alors le Grand Annecy, c'est un cas intéressant dans le sens où les deux personnes qui présentaient ont parlé de la manière dont on
on a eu un travail sur le plan climat, air, énergie, territoire du Grand Annecy avec l'espace citoyen, qui est le nom officiel du Conseil de développement du Grand Annecy, et la manière dont la communauté du Grand Annecy avait demandé au Conseil de développement, à l'espace citoyen, de donner un avis sur le PCAET pour enrichir le travail, donc avec les élus, les habitants. Et bien sûr, c'est là que l'espace citoyen a pu se déployer et donner toute la mesure du potentiel dans le sens où ça a permis d'ouvrir le champ et de faire intervenir les habitants et aussi les représentants de la société civile et les activistes, si vous voulez, pour utiliser un terme comme ça. Alors, parmi les enseignements du Grand Annecy que j'ai retenus, il y a la question de comment impliquer non seulement les citoyens, mais aussi les militants. Il y a eu des contacts parfois un petit peu houleux, et donc ça fait partie des difficultés rencontrées, de comment trouver les moyens de faciliter ces rencontres pour obtenir des résultats utiles. L'autre chose, c'était que le PCAET, c'était une chose, mais qu'en réalité, ça recouvrait beaucoup de défis du Grand Annecy qui ne sont pas simplement liés au climat. Il y avait la question de l'afflux de population. Le Grand Annecy accueille 2000 nouveaux habitants chaque année. Donc il y a un enjeu de vivre ensemble et de maintien d'une qualité de vie qui est assez proverbiale dans cette région. Et donc l'autre problème, évidemment, c'est que le PCAET, ces rencontres-là pour enrichir le PCAET ont eu lieu au départ avant la pandémie. Je crois que ça a commencé en décembre 2019. Et puis très vite, on est passé en mode visio, comme tout le monde, mais ça a fait partie des défis à relever. Donc voilà pour le Grand Annecy. Pour ce qui a concerné Erdre-et-Gèvres, donc ce qui était intéressant, il faut terminer, ouais. Donc je vais conclure. Donc Erdre-et-Gèvres, c'était sur le projet de territoire. Donc pareil, quelque chose d'intéressant, on est allé sur les objectifs de solidarité et où il y a eu un travail de cartographie des initiatives existantes. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas toujours fait. Et là, le Conseil de développement s'est caractérisé par une cartographie des initiatives existantes et un travail de solidarité sur toutes les initiatives. Et enfin, Urbact, on a parlé de l'exemple de Trim en Irlande, avec cette idée que, en réalité, quand on parle de transition durable, on parle aussi d'objectifs de développement durable. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour voir comment harmoniser le travail de localisation des 17 objectifs du développement durable avec le travail de gouvernance de cette localisation, si vous voulez, qui correspond à beaucoup de titres à la mise en place de priorités pour la transition écologique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, pour l'atelier numéro 4, comment accélérer la mobilisation des acteurs et des citoyens pour le climat? Avec quelle méthode et quel modèle? Et c'est Michel Reine qui nous... C'est Reines. Reines. Il y a une diphtongue. Pardon. Bon, c'est pas grave, non, pas du tout. Donc, par rapport à cet atelier 4, d'abord des commentaires un peu transversaux, puis la volonté, dès le départ, de me situer un petit peu dans la marge de ce qui a été entamé précédemment, dans le sens où je vais utiliser aussi en partie ce qui est l'atelier qui a eu lieu tout à l'heure, parce que je trouve qu'il y a dedans, dans ce qui a été dit tout à l'heure, des choses intéressantes par rapport à ce sujet-là, comment mobiliser les gens sur le climat, c'est-à-dire comment mobiliser les citoyens sur des problèmes transversaux extrêmement importants. C'est ça un peu l'idée que je voulais reprendre. Donc, il y a un peu de triche dans mon approche, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Oui, parce qu'on a un rapporteur après pour l'atelier 6. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc je vais empiéter. Donc d'abord, la première chose, c'est que c'est un sujet extrêmement important, en fait, parce que la mobilisation des citoyens et la mobilisation des personnes sur des sujets transversaux, à l'évidence, concerne tout le monde et on est confronté à une difficulté majeure, en fait, parce que arriver à mobiliser les personnes est évidemment faire en sorte qu'ils se sentent concernés. C'est déjà le premier élément et qu'ils soient en mesure de se dire « je peux participer, je peux être acteur ». Parce que nous sommes là tous des acteurs qui participons et pour nous c'est facile, mais à l'évidence, il y a toute une masse de personnes qui ne se donnent pas le droit même d'être concernés quelque part. Donc c'est un sujet extrêmement important. Comme c'est un sujet extrêmement important, il est évident que donner une approche extrêmement globale pour essayer de le résoudre risque à être extrêmement fastidieux et ne pas forcément donner de véritables pistes à l'ensemble des auditeurs que vous pouvez être de ce résumé. Si tant est que ce soit un bon résumé d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Donc à l'évidence, les solutions sont souvent des solutions extrêmement locales, mais dedans, c'est là que je emprunte un petit peu l'atelier de tout à l'heure, il y a quelque chose qui ressort extrêmement fort, c'est qu'il faut évidemment que ce soit une appropriation des codev à leur niveau
et que ces CODEF fassent preuve d'agilité par rapport à leur terrain, voilà, qu'ils ne se laissent pas engluer dans des obstacles institutionnels trop limitatifs, comme la définition de leurs compétences, etc. etc. Donc j'emprunte à ce qui a été un témoignage que j'ai trouvé fort riche tout à l'heure, là, c'était l'atelier de ce matin. Hein. Donc j'espère que je n'empiète pas trop. Donc ça, c'est un point relativement important. Et donc, on a trouvé dans l'atelier qui a été présenté, essentiellement un témoignage extrêmement dynamique et plein d'énergie par rapport à la volonté d'utiliser le CODEF pour faire évoluer les situations. Donc là, on voit bien qu'il y a une dimension humaine d'investissement, une énergie qui est extrêmement positive et qui a le pouvoir de mobiliser, plus ou moins, mais qui est quand même essentiel dans cette démarche-là de mobilisation. Et ensuite, il y a eu surtout des outils qui ont été présentés. Et ce qui dit quelque part que cet atelier est loin d'avoir été terminé et d'avoir apporté un balayage complet sur l'enjeu qui était évoqué à travers la question qui est soulevée sur cet atelier. Quel type d'outils, par exemple, ont été présentés? Alors, donc, il y a trois outils qui ont été proposés. Donc, concrètement, il y a un jeu qui a été introduit, je vais y revenir. Et il y a 2 outils de base informatique, on va dire, qui sont des outils informatiques qui vont essayer de guider la prise de conscience par rapport à la problématique climat, justement. Donc, je reviens un instant là-dessus. Ce sont simplement des outils dont je vais parler. Hein. Et je reviendrai ensuite sur la notion de conclusion par rapport à cette problématique de mobilisation. Alors, sur les outils introduits, donc d'abord, il y a un outil qui a été introduit par une personne qui représentait le CERDD, tel que j'ai compris, qui est une institution qui se situe au niveau de la région Hauts-de-France, pardon, et qui proposait, en fait, en lien d'ailleurs avec une activité qui est menée par une structure nationale qui s'appelle la Promotion de la Fabrique des Transitions, qui est une association qui, surtout, dont l'initiative vient d'ailleurs des Hauts-de-France, c'est pas totalement sans lien, bien sûr, et qui vise tout simplement à essayer, bien évidemment, d'accompagner cette transition. Hein. Donc quelque chose qui correspond à l'ensemble des discussions qu'on a quand même globalement. Hein. Donc il y a évidemment cohérence. Et dans ce cadre-là, cette institution qui est une institution qui bénéficie de subventions, évidemment, qui fonctionne de façon subventionnée, a défini un jeu qui est là pour essayer bien, tout simplement de faciliter la discussion dans les négociations, de faciliter le travail des comités de développement par rapport à l'ensemble des problèmes qui sont à traiter, et en particulier, bien évidemment, le problème relatif au climat. Donc, c'est une proposition relative à un jeu qui est à disposition, qui est disponible sur Internet, auquel on peut avoir accès et qui permet tout simplement d'être un élément de facilitateur par rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, le brainstorming ou une tempête sous les crânes, si vous préférez, pour être un peu plus français, tout simplement. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est le premier exemple qui a été donné et qui est donc assez facile d'accès à travers le site Internet de cette fameuse structure, dont je le répète, qui s'appelle CERDD. Il faut aller un peu plus vite. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un logiciel qui a été développé par un certain nombre d'acteurs de la région toulousaine, donc qui a été présenté par la personne qui représente Toulouse Métropole. Et donc, ce sont surtout des grandes écoles et un certain nombre et des acteurs privés qui ont proposé un logiciel qui tout simplement se permet d'évaluer à l'échelle individuelle si on remplit les conditions proposées par la COP21, donc l'engagement qui a été pris à Paris, à savoir est-ce que chacun d'entre nous, chaque jour, à l'échelle, oui, chaque jour, est-ce qu'on est au bon niveau pour atteindre le niveau de consommation de 2 tonnes de carbone. Donc le logiciel s'appelle 2 tonnes. Je trouve que le nom est un peu maladroit parce que ça me paraît un peu lourd, moi, comme nom, mais bon, il empêche que ça a pour vocation d'être extrêmement illustratif de la façon dont on vit, par rapport à nos réactions au quotidien. Ça essaie de nous donner une quantification de notre positionnement individuel par rapport à cet objectif-là, quoi. Donc voilà, ça c'est un logiciel qui existe, qui est accessible, mais qui fait l'objet de conditions particulières pour y accéder. Je veux dire, il n'est pas complètement gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre outil que vous vouliez mettre en avant pour conclure ? Le dernier outil, ça vient du Centre de recherche technique du bâtiment, peut-être à Arcueil, parce qu'elle n'a pas dit d'où venait cette chère dame. Ils ont développé un logiciel. Alors là, il s'agit d'un logiciel de conception en fait, de bâtiment. Hein, c'est un logiciel suffisamment élaboré, suffisamment sophistiqué pour pouvoir, à partir d'un projet sur un territoire, pouvoir illustrer de façon très claire
au niveau de la consultation des citoyennes, l'impact que ça va avoir en précisant exactement dans la construction ce qui allait respecter, ce qui allait permettre un isolement parfait des bâtiments, etc. etc. C'est-à-dire un détail technique extrêmement poussé. Là, on est sur un outil extrêmement techno, dont l'utilisation demande quand même un minimum de connaissances sur la problématique d'urbanisation et la problématique de construction des bâtiments. Là, il s'agit d'un logiciel qui s'appelle BIM, et qui est un logiciel de conception, de solutions urbanistiques, en fait. Voilà, c'est ça le type de logiciel. Alors, pour revenir au point de départ, à travers conclure. Et conclure, oui. À travers les différents éléments, il est évident que cette problématique de mobilisation est une problématique de fond. C'est la même problématique que comment gérer la transition, en fait, parce qu'il faut y intégrer tout le monde, la gestion dans la transition. Il ne s'agit pas de le traiter à l'échelle d'un conclave comme le nôtre aujourd'hui. Il faut que ce soit l'ensemble des citoyens. Donc c'est une problématique fondamentale qu'il faut traiter avec toutes les incertitudes et les difficultés qu'il y a. Et donc j'ai utilisé donc, tout à l'heure l'exemple de la présentation qui a été faite dans l'autre atelier. Je crois que c'est autour de la communauté de Carex, ça fait l'environnement du centre-Bretagne, où ils ont pris des initiatives qui dépassent a priori assez largement le cadre institutionnel du comité de développement. Et donc ça veut dire qu'ils ont fait preuve d'une très grande agilité et ils ont construit tout un ensemble de démarches à leur initiative, en mouillant la chemise, permettez-moi l'illustration, et pour donner de l'efficacité à ce qu'ils font. Voilà. Allez, merci beaucoup. On va essayer d'enchaîner avec donc l'atelier numéro 5 qui concerne le travail en réseau du local à l'international. Quelle plus-value pour les conseils de développement? Et la personne qui va restituer, c'est Julie Boustengori. Boustengori. Je l'ai bien dit, Boustengori. Merci. Merci à vous. Je tiens à m'excuser, ou en tous les cas à préciser que je ne vais pas faire une restitution qui suivra le fil des échanges qui ont été très denses, mais plutôt essayer d'en extraire la substantifique moelle, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Cet atelier, il était caractérisé par une grande diversité des territoires représentés, du très rural à la grande métropole, voire au Conseil de développement transfrontalier. Et cette diversité, elle est apparue comme une véritable richesse dès lors qu'on la met en questionnement sur les logiques de réseau. Les contributions et les nombreuses interventions se sont inscrites dans la droite filiation des conclusions de l'atelier 2 autour de cette question de la place de la participation et du coup du rôle des conseils de développement interrogés dans le contexte actuel. Quelques éléments de contexte quand même relativement importants qui permettent d'encadrer un petit peu les conclusions. D'abord l'hétérogénéité des structures de conseils de développement comme des situations territoriales qui fait apparaître un élément essentiel, c'est que chaque conseil de développement est la solution adaptée à son territoire, à son local. Et que c'est aussi un acteur légitime à faire exister cette parole du local, au-delà de la seule parole citoyenne d'ailleurs. Et c'est relativement important. Cette archipélisation des instances de la participation, elle a été aussi tout le temps en filigrane et en creux autour de la perte de sens, de l'engagement, de l'implication, de quelle efficacité, quelle pertinence et quelque part quels effets pourrait avoir une mobilisation citoyenne, et a fait apparaître la nécessité d'un conseil de développement qui, dans sa structuration, deviendrait légitimement un interlocuteur du local vis-à-vis de différentes échelles de l'action, qu'elle soit publique ou en réseau. Et enfin, un dernier élément, c'est la fragilité des conseils de développement dans certaines situations territoriales, une fragilité liée à l'archipélisation pour partie, cette notion de perte de sens, mais aussi une fragilité liée à cette perte de sens du partenariat nécessaire entre le conseil de développement et la sphère politique. Tout ça, ça peut paraître très négatif comme élément de contexte, mais il y a eu beaucoup aussi de petits plus, et notamment par rapport à cette question du travail en réseau. Le réseau, c'est l'ADN du conseil de développement. D'abord, dans sa structuration même, c'est un réseau de citoyens qui travaillent en complémentarité avec sa collectivité de tutelle. Pour autant, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus comme pouvant être mis en avant à la suite de cette expérience qu'ont les conseils de développement depuis maintenant une vingtaine d'années. Des savoir-faire d'abord, des savoir-faire dans l'animation, des savoir-faire dans la capacité à faire réseau sur un territoire et au-delà, une posture de la démocratie contributive et pas uniquement participative, cette volonté d'être avec
et pas uniquement de faire remonter des attentes ou des besoins, mais bien d'être dans la capacité à guider l'action politique et à accompagner sa mise en œuvre. Une éthique du débat, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même essentiel, cette capacité à dire ça peut être vraiment un outil, non pas uniquement de la démocratie participative, mais du débat à différentes échelles, j'y reviendrai. Et ensuite, une dynamique de la co-construction, une vraie posture autour de cette capacité à faire ensemble qui s'incarne dans un premier réseau, qui est le réseau national qui est représenté ici, la Confédération nationale des conseils de développement. Des envies, de la volonté, une persévérance, un engagement, tout ça font partie d'un fond commun, d'un ADN qui s'incarne après dans les différents réseaux qu'on a pu évoquer, puisque différentes situations ont été présentées, des capacités à faire un réseau au niveau local, au niveau de l'interco, des capacités à faire un réseau à une autre échelle qu'est l'échelle départementale et qu'on a un petit peu remouliné à l'échelle plutôt du bassin de vie comme étant l'échelle pertinente, la capacité à faire réseau à l'échelle régionale pour être ensemble, peser plus fort et répondre à un enjeu qui est ressorti, qui est celui de la notoriété, de la visibilité du Conseil de développement comme outil de démocratie locale, certes, mais aussi de démocratie contributive. Et enfin, la question double du transfrontalier qui est apparu comme un fait local et de l'international dans la capacité à s'intégrer dans des réseaux comme ça a été évoqué dans l'atelier 3, plutôt dans ces logiques apprenantes d'aller se confronter au regard de l'autre. Donc au final, quelque part, il y a quatre typologies de réseaux. Il y a le réseau entre les conseils de développement, avec cette capacité qu'ils ont à faire réseau à des échelles du local à l'international. Un réseau où là, le conseil de développement est plus dans son ADN animateur des forces vives du local, en ayant la capacité de sortir du seul cadre de ses membres et d'être en capacité à pouvoir aller chercher les forces vives d'un territoire pour contribuer à la mise en œuvre de politiques publiques. Et dans ce cadre-là, c'est bien là que s'inscrivait la question du transfrontalier. Comment je me permets de m'affranchir des limites administratives et donc de la frontière étatique pour pouvoir réfléchir bassin de vie. Une notion aussi de faire réseau pour peser plus fort et être contributeur à l'échelle des politiques régionales, voire étatiques. Et là, c'est plutôt le rôle des confédérations régionales et de la coordination nationale. Et un vrai rôle à être en action dans la capacité à créer des liens à l'international. Donc le travail en réseau, il a paru une réponse à deux enjeux, des enjeux internes et des enjeux externes. Un enjeu interne, un vrai besoin de visibilité de l'archipélisation des instances de démocratie participative. Être en capacité à pouvoir être un vecteur d'explication, de pédagogie. On le sait, le millefeuille territorial est quand même relativement complexe à saisir. Et effectivement, répondre à ce besoin de visibilité de la démocratie peut être aussi un des enjeux pour répondre à la défiance qu'on a évoquée assez souvent. Un réseau qui répond aussi à la capacité d'optimisation, de mutualisation des moyens et de capitalisation de tout ce qui a été fait par une meilleure fluidité, remontée d'informations au niveau de la Confédération nationale notamment, mais aussi au niveau régional par des échanges de bonnes pratiques. Et en externe, trois finalement avantages, trois réponses. Une réponse à la nécessité de coopérer pour être plus lisible, pour peser auprès de ces instances politiques, qu'elles soient régionales ou nationales. Au-delà de l'enrichissement que peuvent avoir ces espaces de coopération et de partage, il y a vraiment aussi cette volonté ou cette capacité à pouvoir être légitimé comme interlocuteur qui soit en capacité de faire remonter les aspirations, les attentes et les besoins du local pour contribuer à d'autres échelles de définition stratégique des politiques publiques. Et pour conclure, j'ai les deux derniers. Et du coup, pour conclure, cette logique de réseau répond aussi à un besoin de souplesse, d'adaptabilité, de capacité à créer des liens, créer la confiance et à s'inscrire dans du temps long, comme le Conseil de développement a cette liberté-là de pouvoir aller chercher des acteurs avec un réseau de dimensions variables parfaitement adapté au projet ou au sujet qui est traité. Et donc l'affirmation, quelque part, donne des fondements, des piliers des conseils de développement que sont leur indépendance dans les réflexions et dans la création des espaces de partage. Et donc enfin, pour conclure, finalement, ce travail en réseau, il a permis de mettre en valeur que cet ancrage local fort des conseils de développement permettrait peut-être de se poser donc le défi de lier le destin du conseil de développement au territoire vécu et non plus uniquement au calendrier ou aux instances ou aux injonctions politiques,
pour s'inscrire dans du temps long sur cette posture d'animation durable des réseaux des forces vives du territoire en vue de donner de la lisibilité et de faire parler plus fort cette voix-là, et de s'inscrire dans cette posture du temps long. La confiance, ça se gagne dans le temps, et notamment distinguer peut-être les approches de prévision des approches de prospective qui peuvent être vraiment l'essence de ces conseils de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose à présent de passer à l'atelier 6 qui traitait des ruralités comme terreau d'innovation. Et c'est Rudy Whitman qui va nous faire la restitution de cet atelier. Alors, restitution synthétique. Je ne sais pas faire autrement. Alors, ça a commencé par... Et ce n'était pas une critique, hein, pas du tout. Hein, je dis simplement, je vais être très court. Là, je suis en train de meubler, par exemple. Donc Valérie Joussaume nous a présenté, pendant une demi-heure, en fait, nous a présenté la définition un petit peu de la fierté d'être rural. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle Ploug Pride. Donc du coup, c'était très très intéressant dans la mesure où elle redéfinissait un petit peu, elle ne disait pas c'était mieux avant dans les campagnes, mais elle réfléchit sur la définition, savoir exactement, en fait, finalement, sur quoi il faut réfléchir, qu'est-ce qui était mieux avant dans les idées, et de les réutiliser aujourd'hui, et de dire, voilà, pour réfléchir sur les territoires ruraux, eh bien, quels sont les vecteurs, quels sont les mots, quels sont les vecteurs qu'il faut définir. Donc il y a eu tout un historique, c'était très intéressant, avec plein de mots nouveaux que je ne connaissais pas. Je pense que ça aurait beaucoup fait rire les humoristes d'hier, mais c'était très intéressant. Donc voilà, donc il y avait la notion de pyramide j'ai oublié le terme, des besoins de Maslow, voilà, mais revisité en 2010. Et donc en partant de ça, en fait, elle proposait de réfléchir sur la notion d'éthique, sur la notion de sain, la notion différentes notions à réfléchir pour les territoires ruraux. Et c'était plutôt intéressant. Il n'y avait aucun, je le répète, c'était mieux avant dans les campagnes, etc. Mais vraiment des outils de réflexion. Donc ça, c'était pour les... Alors, c'est comme ça que j'ai perçu la demi-heure de Valérie Joussaume. Hein, si quelqu'un a perçu ça différemment. Allez-y, vous êtes le restituteur. Voilà, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Exactement ça. Je fais ce que je veux. C'est un peu ça. Donc du coup, ça c'était la présentation. Et puis, quand elle a conclu, elle mettait en avant le fait que les territoires ruraux étaient des endroits, c'était le titre de l'atelier, des terreaux d'innovation, en disant... laisser faire, c'est-à-dire qu'elle expliquait qu'il était intéressant d'utiliser les territoires ruraux pour véritablement expérimenter, de se laisser la possibilité de construire, de mettre en œuvre des initiatives et de les laisser vivre et ne pas les contraindre. Et c'est exactement effectivement ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est qu'effectivement il faut de profiter de la ruralité pour mettre en place des initiatives et véritablement les laisser pousser sans forcément tomber dans des calculs très comptable, très technique, et de véritablement se laisser porter par ces initiatives. Donc ça, c'est en partant sur cette redéfinition, les termes qu'elle mettait en avant, sur l'éthique, sur le fait que ça soit sain, et bien du coup de laisser les initiatives prospérer, les accompagner au maximum, et de pourquoi pas les laisser se planter aussi, et de tirer les conclusions. Donc ça rejoint un petit peu, hein, il y a vraiment pas mal d'éléments qui ont été aussi indiqués dans les différents ateliers. Donc ça, c'était la première partie de l'atelier. Et puis, par la suite, on a eu des initiatives qui ont été expliquées, des initiatives qui proviennent de différents territoires ruraux. Alors, il y a eu d'abord... bien évidemment, c'est synthétique, je ne retiens rien. Je ne sais pas du tout qui, quoi, comment. Mais en tout cas, je vais simplement vous donner les 3 initiatives qui ont été relevées. La première, c'était la réhabilitation d'une ancienne voie de chemin de fer en voie verte. La deuxième, c'était en fait un inventaire d'initiatives liées à la transition, aux transitions, encore transition avec un S. Et puis, le troisième exemple était lié en fait il y avait plusieurs axes sur les énergies vertes, sur l'hydrogène, sur la place des jeunes, et puis un troisième que j'ai oublié, forcément. L'alimentation et la santé. L'alimentation et le fait qu'elle soit saine.
Donc, par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué assez intéressant. Et surtout sur le troisième, juste pour compléter, ce qui était intéressant, c'était un travail entre 3 conseils de développement, 3 territoires qui s'étaient alliés ensemble pour travailler autour de thématiques. J'allais le dire. Donc effectivement, mais ça revient sur ce qu'on disait sur la mise en réseau. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est sur les différentes initiatives qui ont été présentées, c'est le haut niveau finalement. D'un côté, Valérie Joussomme disait, mais laissons faire les initiatives, ayons droit à l'erreur, et puis laissons-les naviguer. Et puis d'un autre côté, en fait, elle préconisait, elle poussait à ne pas rentrer dans le cadre très technique. Et à contrario, les initiatives qui ont été présentées, eh bien, elles ont réussi, elles ont vraiment bien marché, mais par contre, elles démontraient, elles mettaient en avant en fait un haut degré de technicité et de performance. En fait, c'était véritablement des dossiers qui avaient été vraiment très complets, qui dépassaient simplement le simple fait de Yaka Faucon, qu'on connaît beaucoup, mais là, c'était véritablement des initiatives qui allaient très très loin et qui étaient très poussées. Je ne pense pas me tromper là-dessus, avec dans un premier temps du coup, des membres du Conseil de développement qui avaient une certaine expérience au niveau des ingénieurs, hein, je crois que c'était véritablement des ingénieurs. Dans le deuxième exemple, il y avait une sociologue qui participait à l'élaboration des grilles de lecture, enfin des façons de consulter les différentes initiatives sur le territoire. Et puis également, sur les troisièmes exemples, il y avait un exemple qui a été cité juste à la fin, mais sur l'IRM mobile, qui a aussi mobilisé énormément de compétences de très haut vol pour pouvoir proposer des dossiers véritablement complets auprès des élus. Donc la boucle était assez intéressante de voir que d'un côté, Valérie Joussomme disait laissons faire, et puis il faut avoir droit à l'erreur, et puis ne soyons pas contraints par un cadre, et puis finalement des initiatives locales qui du coup montaient très très haut en compétences pour pouvoir proposer des éléments. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu. Merci beaucoup. Et pour terminer, l'atelier numéro 7, la donnée au service du territoire, et c'est Christophe Bayle qui nous en fait la restitution. Oui, je ne vais pas être certain d'avoir autant d'humour que toi, Rudy, mais j'imagine que vous êtes fatigué, tout comme moi je peux l'être. J'ai vécu un moment vraiment particulier avec cet atelier. Il se positionne dans un projet qui a été décidé par la coordination nationale. On en a fait une présentation au CA. On va répondre à un appel à projet. Certains ont pu en entendre parler. Et quand je regarde la diapo qui est face à moi et le fait qu'on soit positionné en 7e sur la restitution, ça vient comme une évidence que l'atelier qu'on a animé, la donnée au service des territoires, il symbolise un projet transversal qui doit se mettre au service de l'ensemble des autres ateliers qui ont pu avoir lieu. Alors je ne vais pas vous les reprendre tous les uns après les autres. Je pense que vous pouvez faire l'exercice vous-même. J'ai assisté à un seul atelier, ça me semblait le moins évident à relier, c'était le premier, de nos rêves, enfin de nos rivières à l'océan. Et finalement, on s'aperçoit quand on regarde les données que peut produire les Tanto et autres, que ça peut devenir des fournisseurs sur ce fameux observatoire qu'on aimerait créer. Je voudrais pas oublier de remercier Alexandra de la CNCD, remercier Angers, Bordeaux, enfin tous les conseils de développement qui ont participé à l'animation de cet atelier-là. Je voudrais rassurer l'ensemble des personnes qui ont eu l'impression de poser des questions dérangeantes. Je pense que quand on n'aime pas être dérangé, c'est pas la peine de se lancer dans un projet comme celui-là. Et ces questions qui peuvent sembler dérangeantes, elles alimentent énormément la réflexion. On a pu voir dans cet atelier qu'il y avait évidemment une différence sur le sujet de la donnée entre des métropoles et des territoires ruraux. Mais je pense que ça ne fait qu'insister sur la responsabilité qui est la nôtre de se saisir de ce sujet-là. On a pu voir qu'il y avait des questions sur « mais les services font déjà cela ». On a réexpliqué que le but n'était pas, et on n'avait pas cette prétention folle, de créer un seul et unique observatoire qui puisse remplacer tous les autres. On vient et on a l'idée de venir en complément de ce qui peut se faire. Et je pense qu'une des questions principales qui se posent, c'est de dire, quand on engage un projet, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change si des citoyens viennent en possession d'une information, d'une donnée.
et que cette donnée-là, elle n'arrive pas simplement à la fin du projet, produite par un cabinet d'urbanisme ou autre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec les cabinets d'urbanisme. On pourrait vous donner des exemples, mais ce n'est pas le propos de cette restitution. Je pense que ça, c'est les éléments forts. Et puis, il y en a un autre qui, enfin, moi, je sais que je le porte vraiment à cœur, c'est on est peut-être en train d'assister avec cette démultiplication des données. C'est Damien qui parlait d'un effet de mode. On est toujours en train de courir après la donnée. On a 2 milliards d'objets connectés aujourd'hui, on nous en prévoit 20 milliards dans 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut toujours penser à la donnée de demain et ne jamais rien commencer. L'idée, c'est qu'on revienne aux besoins, qu'on sache ce dont on a besoin, et si on gagne cet appel à projet, ce qu'on peut véritablement souhaiter, on va tout faire pour, c'est bien que cet appel à projet alimente tout ce qu'il y a à faire autour de la construction d'un outil, et pas simplement de la construction d'un outil. C'est-à-dire la création de groupes thématiques, la création de groupes de réflexion, et tout ça qui sera porté par la coordination nationale pour venir appuyer, définir le besoin de l'outil qu'on aura besoin de créer. Que ce ne soit pas l'outil qui nous mène, mais que ce soit nous qui utilisions et qui définissions l'outil dont on a besoin. C'est ça la question, et en opposition avec personne, en construction avec les services, les chargés de mission au sein des collectivités, en construction avec les élus, en construction avec les cabinets d'urbanisme. Et je pense et je voudrais reprendre, j'aurais adoré lui poser une question à la juriste qui était là hier. Et je pense qu'elle nous a demandé de rêver. Elle nous a demandé de poser des rêves un peu prospectifs. Et je pense qu'on aurait véritablement tort de s'interdire de prendre la possession de ces données et d'essayer d'en faire quelque chose. Et je terminerai là-dessus. Je pense qu'on peut assister à la pire des fractures numériques avec l'open data. Certains disaient que entre quelqu'un qui savait lire et quelqu'un qui ne savait pas lire au début du XXe siècle, il y avait un ratio de productivité, pour être vulgaire, de 1 à 10. Je pense qu'aujourd'hui, entre des associations, des collectivités, des individus qui vont avoir accès à l'open data et ceux qui n'auront pas accès à cette open data, il n'y a pas de ratio à calculer. Il y en a qui pourront faire des choses et il y en a qui seront en très très grande difficulté pour les faire. Et je pense que là, on peut véritablement apporter quelque chose. Et pour terminer, je voudrais vraiment lancer cet appel qui est de dire on doit déposer la réponse à l'appel à projet le 22 novembre. Si vous avez envie de nous faire des lettres d'intention de la part des conseils de développement, ça va être très difficile d'en avoir de la part de collectivités, mais on en a repéré quelques-unes et on va aller les chercher tous les jours en les rappelant. Ça aiderait l'appel à projet, et vraiment, pour donner juste un chiffre, l'appel à projet, il est à 200 000 €. Vous pouvez imaginer que si jamais on arrive à l'attraper, on a toutes les chances de pouvoir construire tout ce qui doit venir autour de ce projet, qui est notre projet. Ah, je suis désolé, j'ai pas radié quelqu'un, là, mais je l'ai vraiment pas fait exprès. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever tous les 6. Avancez-vous. On va les applaudir et les remercier pour ces restitutions. C'est pas toujours facile de restituer 1h30 d'atelier en quelques phrases. Donc merci beaucoup à tous les 6. Je vous laisse une photo, les présidents vers lui, une photo des restituteurs. Resserrez-vous un petit peu, s'il vous plaît, sur la scène. Alors, je vais appeler les 2 coprésidents, bien sûr, pour conclure.